Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi. Sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, la CEDEAO reporte les décisions à juillet faute d'accord sur les sanctions à l'encontre des régimes militaires. L'élection présidentielle en Angola fixée au 24 août prochain. Le scrutin devrait opposer le président sortant João Lourenço, chef de file de l'opposition, Adalberto Costa Junior, le leader de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. La dynamique interne des écosystèmes forestiers sous l'effet du réchauffement climatique, conséquence un massif forestier en forte baisse. Environ 2 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année sur le continent africain. Focus à suivre sur le Bénin. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, cette visite officielle très attendue en RDC, celle du roi des Belges, Philippe, qui entamera ce mardi sa toute première visite officielle en République démocratique du Congo sur invitation du président congolais Félix Tshisekedi. Objectif de ce déplacement qui doit durer 6 jours, relancer le partenariat et poursuivre le travail de mémoire sur la période coloniale. Le souverain belge sera accompagné de son épouse, la reine Mathilde, et du Premier ministre Alexander De Croo. Le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est refermé samedi sur aucune décision, faute d'accord, au terme de cette rencontre consacrée au régime militaire en place au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Un assouplissement des sanctions contre le Mali et un éventuel durcissement des positions contre la Guinée étaient pourtant attendus. Les décisions de la CEDEAO sont reportées à un autre sommet qui devrait se tenir le 3 juillet prochain. Philomène Tine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé de maintenir les sanctions prises contre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali jusqu'à son prochain sommet prévu à Accra, au Ghana, le 3 juillet 2022. La suspension du Burkina Faso de toutes ses institutions est ainsi maintenue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. En Guinée, le gouvernement de transition doit nécessairement établir un cadre approprié pour dialoguer avec les acteurs politiques et la société civile en vue d'une transition pacifique. On pourrait dire que le sommet extraordinaire de la CEDEAO a accouché d'une souris parce que les chefs d'État ne sont pas parvenus à un accord sur les situations au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Alors, les chefs d'État de la CEDEAO sont divisés. Ils ont montré par là qu'ils sont divisés dans la mesure où ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente pour pouvoir prendre une décision définitive par rapport à la levée ou non des sanctions. Pour le cas du Mali, les sanctions économiques et financières imposées et prononcées sur le pays depuis le 9 janvier 2022 restent maintenues. La CEDEAO recommande toutefois aux partenaires du pays d'augmenter leur aide humanitaire envers les populations maliennes. Il va sans dire que les sanctions de la CEDEAO pèsent sur même les pays de la CEDEAO qui sont proches du Mali. Et avec l'évolution de la situation, les uns et les autres ont compris que ce sont des sanctions qui sont injustes, illégales et illégitimes. Il y a aussi le fait que derrière ces sanctions, il y a une main extérieure qui manipule les uns et les autres pour que ces sanctions ne soient pas levées. Et tout le monde sait que la nation extérieure à la CEDEAO, c'est la France, et cela est très dommage. La CEDEAO exige la finalisation d'un calendrier de transition acceptable pour les 3 pays. Au Burkina Faso et en Guinée, les militaires au pouvoir ont proposé une transition de 36 mois pour pouvoir organiser des élections dans de bonnes conditions. L'organisation sous-régionale juge ce délai très long. Je vous le disais en titre, l'élection présidentielle devrait se tenir le 24 août prochain en Angola. Cette élection devrait opposer le président sortant João Lourenço au chef de file d'une opposition désormais unifiée, Adalberto Costa Junior, le leader de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Nathalie Mo.
Le 3 juin 2022, la présidence angolaise a annoncé la date des élections générales nationales. Le 24 août 2022, les Angolais voteront pour les élections législatives, à l'issue desquelles les députés vont élire le futur président de la République. Les deux partis historiques, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance et dirigé par le président sortant João Lourenço, et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, s'opposeront à nouveau. Le principal enjeu pour les élections présidentielles en Angola, c'est l'alternance. Après plusieurs années de guerre civile, l'Angola n'a pas connu d'alternance politique. Il y a eu quelques changements de personnes à la tête de l'État, mais pas d'alternance. Le chef de l'opposition et candidat Adalberto Costa Junior, à la tête de l'UNITA depuis 2019, est déterminé à porter son parti au pouvoir. Ayant créé la coalition du Front patriotique uni avec le troisième parti le plus influent du pays, la Grande Convergence pour le salut de l'Angola, Adalberto Costa Junior espère capter les voix de la jeunesse pour remporter la présidentielle. Cette coalition peut se montrer efficace, mais pas au point d'inquiéter les partis au pouvoir. Mais par contre, la jeunesse angolaise étant majoritaire, les partis politiques qui sauront parler à la jeunesse des enjeux qui concernent la jeunesse, notamment l'accès à l'emploi et la crise économique, c'est ces partis-là qui remporteront l'élection. Dans la perspective des élections générales à venir, le MPLA a présenté son manifeste électoral. Amélioration de la gouvernance, consolidation de la paix, renforcement de la diversification de l'économie et réduction des inégalités sociales sont promis par le parti au pouvoir, une continuité du projet 2017-2022 de la formation politique. Au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya a signé une ordonnance portant modification de la loi de finances 2022. Il s'agit d'équilibrer les recettes et les dépenses, indiquent les autorités, dans la conjoncture internationale actuelle marquée par plusieurs crises. Nathalie Mo. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a signé jeudi 2 juin un arrêté modifiant la loi de finances et permettant une augmentation de 5,7% du budget 2022 du pays. La loi de finances rectificative attendue devrait notamment consacrer la baisse à 3 148,7 milliards de francs CFA des recettes fiscales et douanières, l'augmentation de 43,4% des recettes pétrolières et une réduction à 39,6 milliards de francs CFA des dépenses de l'État dans les biens et services. Les revenus pétroliers représentent autour de 475 à 500 milliards de francs CFA par an au Cameroun. Et le Cameroun a prévu $64 par baril dans son budget 2022. Cela représente un excédent de $57. Ceci en partie peut justifier une augmentation du budget du Cameroun de 5,7%. L'ajustement du budget du Cameroun s'arrime à la conjoncture actuelle du pays, marquée par la relance post-pandémique, limitée désormais par les perturbations des chaînes de valeur à cause du conflit russo-ukrainien. Ainsi, l'enveloppe destinée au Fonds spécial de lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales est réduite de 50%, passant de 100 à 50 milliards de francs CFA. Libéré de la pression de Covid-19, il est logique de réduire le budget du Fonds spécial Covid-19 au Cameroun, mais à condition qu'il soit effectivement réaffecté à l'éducation et à d'autres besoins d'infrastructures de santé, entre autres. Cette loi de finances rectificative sera soumise à l'examen des députés et sénateurs lors de la session ordinaire qui s'ouvre le 7 juin 2022. La loi de finances rectificative consacre également une augmentation substantielle de la dette intérieure du Cameroun, passant de 350 à 550 milliards de francs CFA. Fin samedi dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte, des assemblées générales de la Banque islamique de développement. 3000 acteurs du monde des affaires étaient sur place. La relance post-Covid et les financements verts étaient au cœur de cette rencontre. Reportage de notre envoyé spécial en Égypte, Mahamat Ramadan. Le secteur privé africain a participé activement aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui se sont déroulées du 1er au 4 juin 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est le cas des entreprises sénégalaises qui sont venues solliciter des financements islamiques pour soutenir les partenariats publics-privés dans les secteurs clés de développement. Elles estiment que la finance islamique contribue à atténuer l'endettement des pays africains. Vous savez que la plupart des infrastructures qui sont financées le sont via un endettement de l'État du Sénégal ou de l'État des pays africains.
Et là, on est en train de chercher par la finance islamique des moyens de trouver des financements directs, ce qu'on appelle en anglais les FDI, les Foreign Direct Investments, où à travers des partenaires publics et privés, on peut financer des infrastructures sans pour autant alourdir le niveau d'endettement de l'État du Sénégal. En cette période de pandémie de Covid-19 qui a occasionné des crises alimentaires majeures dans certains pays africains, la BID veut contribuer à atténuer le phénomène en orientant ses investissements vers la production et la transformation des produits agricoles. C'est le cas de la Société nationale de commerce des oléagineux du Sénégal qui attend cette année environ 120 millions d'euros de la banque pour financer la production d'huile d'arachide. Compte tenu de tout ce que vous savez et qui entoure la crise internationale, nous avons tenu à nous lever très tôt et à multiplier par 3 cette demande de financement. Donc à la place des 40 millions d'euros que nous avions sollicités l'année dernière, cette année nous sollicitons 120 millions d'euros parce qu'encore une fois, le chef de l'État tient à ce que tous les secteurs, toutes les entités participent à la souveraineté alimentaire. Rappelons que c'est pour la première fois que la Banque islamique de développement a invité le secteur privé à participer activement à ces assemblées annuelles. Une innovation qui va sans doute contribuer à booster les financements au profit des entreprises africaines en cette période de crise internationale. Mohamed Ramadan, envoyé spécial à Sharm el-Sheikh pour Africa 24. Une déforestation massive inquiétante en Afrique. On estime par exemple que le couvert forestier de certains pays est passé de 67% à 54% du territoire entre 2003 et 2018. Sur le continent, près de 2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. Illustration au Bénin dans ce reportage de Lefti Ounou. Le mois de juillet est consacré à la campagne nationale de reboisement au Bénin. Après 3 mois de sensibilisation sur les aléas climatiques dans plusieurs collèges et lycées de 10 communes du sud Bénin, le Centre international d'art et de musique de Ouida, Siamo, met en œuvre les actions terrain pour l'éducation environnementale et climatique. Wilfried Hundje, promoteur de l'initiative Siamo pour le climat et son équipe, ont mis en terre 1500 jeunes plants d'acacia sur un site à Pomassé dans la commune de Ouida. C'est l'arbre qui pousse le plus facilement possible ici, c'est l'arbre qui n'a pas besoin assez d'entretien, qui pousse très vite. Et quand vous reboisez un espace aujourd'hui, dans 100 ans, vous revenez, malgré que vous l'avez coupé plusieurs fois, vous allez retrouver toujours des plantes. Donc c'est facile à exploiter, c'est facile à entretenir, c'est facile à planter. Divers acteurs se mobilisent pour la restauration du patrimoine forestier, notamment les ONG, à travers l'éducation à l'éco-citoyenneté. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable évalue à environ 161 432 hectares la superficie totale des reboisements effectués de 1985 à 2019 au titre des Journées nationales de l'arbre et des campagnes nationales de reboisement. L'initiative du Siamo fait partie, en tout cas, de nos objectifs. Donc nous avons jugé bon de nous associer au Siamo pour cette activité. Je dirais aux jeunes de procéder au reboisement de certaines espèces pour nous aider, nous préserver contre le réchauffement climatique qui cède dans le monde aujourd'hui. Pour une mise en œuvre rapide et à grande échelle du reboisement, il est envisagé au titre de la contribution déterminée au niveau national CDN du Bénin, adoptée par le gouvernement en 2017, la mise en place d'environ 150 000 hectares de nouvelles plantations forestières publiques et privées entre 2021 et 2030. L'objectif est d'intensifier les actions engagées afin d'atteindre une cible annuelle de 15 000 hectares par an au lieu de 4 000 à 5 000 hectares par an en moyenne ces dernières années. Un mot également sur le Maroc qui relance l'opération Marhaba qui va au total mobiliser près de 1000 agents. Relance depuis dimanche de cette opération annuelle visant à favoriser le retour de la diaspora durant la période estivale via les ports européens, notamment espagnols. En 2019, l'opération Bienvenue avait permis à plus de 3 millions de passagers et à plus de 760 000 véhicules marocains de traverser le détroit de Gibraltar. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.